L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 11 septembre 2020. Un homme se fait prendre à près de 200 km/h sur la 20 à Montmagny. Croisière Lachance au profit de la campagne du défi Tête rasée le camp de Montmagny couronnée de succès. La ruche concrétise un partenariat de 2 millions de dollars et s'installe dans Chaudière-Appalaches. Une claque au visage des karaokés. La Grande Marche de Montmagny est reportée en 2021. Les Chevaliers de Colomb donnent 1 000 $ à la traversée de la Pocatière. Des activités d'Halloween tombent à l'eau. Et au sport, l'Everest conclut le prologue de la bonne façon et report du début de la saison régulière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames et messieurs, le 2 septembre dernier, vers 1h45, lors d'une opération cinémomètre effectuée par des policiers de la MRC de Montmagny, un homme de 18 ans, de Saint-Jean-Port-Joli, a été capté à 194 km/h sur l'autoroute 20 en direction est au kilomètre 377 dans la municipalité de Montmagny. L'homme a reçu un constat d'infraction de 1 684 $ et 18 points d'inaptitude, ainsi qu'un constat de 314 $ pour pneus non conformes. De plus, après vérification à l'aide de l'appareil de détection approuvé, le conducteur a également reçu un constat de tolérance zéro de 489 $ et 4 points. Toutefois, il ne dépassait pas la limite permise par la loi. Son permis probatoire est suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remorqué. Dans un autre dossier similaire, le 5 septembre, vers 11 h, les policiers de la MRC de Lillet ont capté une automobiliste qui circulait à 170 km/h dans une zone de 100 km/h. La conductrice de Montréal, âgée de 40 ans, a été interceptée près du kilomètre 420 sur l'autoroute 20 Est à Saint-Jean-Port-Joli. La conductrice a reçu un constat d'infraction pour grand excès de vitesse au montant de 1 384 $ et 14 points d'inaptitude seront inscrits à son dossier. Le vendredi 4 septembre dernier s'est déroulée la croisière Lachance au profit du défi Tête rasée MD Le Camp de Montmagny. C'est avec beaucoup de fierté que les deux coprésidents d'honneur de la campagne, Marc-Antoine Leblond, copropriétaire de OK Pneus André Ouellette, et Daniel Lachance, pharmacien propriétaire Uniprix, annoncent que plus de 2 200 $ ont été amassés lors de cette soirée. Messieurs Leblond et Lachance tiennent à remercier le principal partenaire de cet événement, soit l'équipe des croisières Lachance, qui a organisé gracieusement cette croisière, permettant de remettre entièrement à Leucan le montant des billets vendus. Une soixantaine de personnes ont participé à cette croisière animée
et qui incluait la visite de l'archipel, permettant d'en apprendre sur sa riche histoire. En plus d'être satisfait de ce beau succès que fut la croisière, le comité organisateur et les coprésidents d'honneur invitent la population à relever le défi le 26 septembre prochain à Place Montel, face au Café Bistrot au coin du Monde. Le tout se déroulera entre 11h et 14h dans le strict respect des mesures préventives et consignes de santé publique en vigueur. Rappelons que le défi Tête rasée le camp est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte de cheveux. Leucan Région Québec est l'un des 9 bureaux régionaux de Leucan, l'association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets, Leucan est une alliée fidèle de nombreuses familles de la région touchées par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l'association peut offrir des services distincts et adaptés auxquels s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. C'est officiel. La plateforme de financement participatif de proximité La Ruche fait son entrée en Chaudière-Appalaches. Les entrepreneurs et idéateurs de la région auront désormais la possibilité d'avoir recours à cet outil de financement et ainsi contribuer au développement des 10 MRC concernés. De plus, La Ruche est heureuse de confirmer la collaboration du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui offre un appui de 2 millions de dollars sur 3 ans. Cet apport financier permettra la poursuite des activités et servira également au déploiement de 6 nouveaux points de service d'ici 2022. La Ruche a comme objectif de s'implanter au sein de toutes les régions administratives du Québec d'ici 2023. La ruche Chaudière-Appalaches devient la 7e ruche au Québec après les ruches de Québec, Montréal, Estrie, Mauricie, Bas-Saint-Laurent et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce déploiement permettra aux entrepreneurs d'activer leurs projets, contribuant ainsi au développement et au rayonnement de leur région. Le lancement de la ruche Chaudière-Appalaches, en collaboration avec des partenaires comme le Mouvement Desjardins, le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Ville de Lévis, sont certainement une preuve de confiance et d'accomplissement pour de nombreux projets à venir dans la région. La ruche est l'un des meilleurs moyens pour les citoyens de se rassembler et de contribuer au rayonnement et à la vitalité de leur secteur. Il agit aussi, entre autres, à titre d'étude de marché vivante de tout projet entrepreneurial, a expliqué Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche. Offrant un accompagnement humain et personnalisé, c'est sous la direction de Stéphane Thériault que La Ruche Chaudière-Appalaches prendra forme, représentant l'organisation localement et accompagnant les promoteurs à réaliser des projets à la hauteur de leurs ambitions. Anciennement directeur général du Secrétariat national de l'Opération Nez Rouge, puis vice-président exécutif et directeur général de la Chambre de commerce de Lévis, il a su bâtir un solide réseau auprès des acteurs politiques et économiques de la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches. La ruche Chaudière-Appalaches compte sur l'appui de près de 40 ambassadeurs locaux, constituant une alliance unique de personnalités engagées dans leur communauté et soucieuses de contribuer à la vitalité de la région. Ils offrent aux promoteurs un bagage professionnel significatif ainsi que de précieux conseils dans le cadre de cellules brèves rencontres mensuelles servant à offrir une rétroaction sur les différents projets en prévision de leur mise en ligne. Quelques campagnes ont d'ailleurs préalablement été activées en Chaudière-Appalaches au cours des derniers mois, préparant le terrain pour la grande équipe régionale qui couvrira ainsi tout le territoire. Parmi les précieux partenaires, la ruche compte sur l'appui du Mouvement Desjardins qui soutient l'organisation depuis 2016. La complicité de Desjardins s'exprime non seulement au niveau financier, mais également dans la collaboration avec l'équipe de la ruche en vue de rehausser les possibilités de soutien et d'accompagnement aux promoteurs de projets sur la plateforme.
Garder les milieux de vie prospères, des entreprises en santé et contribuer au développement local, c'est ce que nous faisons tous les jours depuis 120 ans au mouvement Desjardins. Avec la mise en place d'une nouvelle ruche soutenue par Desjardins à Chaudière-Appalaches, on s'engage à appuyer la région dans ses projets de développement. L'économie d'aujourd'hui, c'est de miser sur des initiatives novatrices comme la ruche qui offrent aux entrepreneurs un levier supplémentaire pour réaliser leurs ambitions, a expliqué Isabelle Garon, vice-présidente, Bureau du président, coopération et soutien aux administrateurs. La ruche compte aussi sur le ministère depuis 2018 pour développer des ententes de financement additionnelles et depuis 2019 pour soutenir la mission de l'organisme de financement participatif dans le fonctionnement des ruches existantes et dans le développement des nouvelles ruches régionales. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la ruche et de donner ainsi la chance à un plus grand nombre d'entrepreneurs québécois de réaliser leurs projets tout en profitant pleinement des bénéfices du financement participatif. Il est important que le développement économique régional soit porté par des initiatives qui permettent aux communautés de se mobiliser et d'éprouver un sentiment d'appartenance pour leur région, a déclaré Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La fermeture annoncée des karaokés est une claque dans le visage des propriétaires de bars chantants qui ne voient pas comment ils pourront s'en sortir. On en parle dans quelques instants. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Selon le Journal de Québec, la fermeture annoncée des karaokés est une claque dans le visage des propriétaires de bars chantants qui ne voient pas comment ils pourront s'en sortir. Eux, qui ont pourtant fait des pieds et des mains pour s'assurer de poursuivre leurs activités en bonne et due forme. Franchement, ça me fâche vraiment beaucoup. Depuis la réouverture, on a tout fait. On a investi beaucoup d'argent. C'est fâchant de voir qu'à cause d'une place à Québec, plus de 600 établissements devront fermer, déplore Danny Jobin, propriétaire du bar Le Date à Montréal. Capuche individuelle sur les micros évidemment désinfectés entre chaque chanson, plexiglas de protection entre le chanteur et le public, plusieurs mètres entre les tables et la scène. Les bars chantants sont déçus d'être pénalisés en groupe malgré tous leurs efforts pour contrôler la clientèle. Le karaoké, c'est 98 % de mon business. Pas de karaoké, pas de clients, pas d'employés. Ça va être dur de faire déplacer les gens pour venir prendre un cocktail au bar, le Date, sans venir chanter. Je ne vois pas mon entreprise se rendre très loin, poursuit-il. Généraliser, ça va tuer beaucoup d'entreprises. Le tenancier s'est dit très fâché de voir qu'une quarantaine de ses employés perdront leur boulot, ou du moins de nombreuses heures, car il ne sera pas en mesure de conserver les mêmes horaires. Dans tous les bars de karaoké visités par le Journal de Québec jeudi ou le Journal de Montréal jeudi à Montréal, le même refrain résonnait. Tout se passe très bien ici, alors on est très déçus. C'est une claque au visage pour avoir bien fait les choses. On ne sait pas comment on va faire pour poursuivre. On est très découragés, souligne Michel Dorion, copropriétaire du bar Le Cocktail. Ils devraient repenser leur décision et faire du cas par cas, pas punir tout le monde. Et c'est nos emplois qui sont en jeu. C'est vraiment plate. On essaie de survivre et c'est encore des bâtons dans les roues. Se désole pour sa part Valérie Gagné, Barbède au vieux Saint-Hubert. Il y a quelques semaines à peine, l'équipe du Grand Défi Pierre Lavoie avait bon espoir d'être en mesure de tenir sa traditionnelle grande marche automnale aux 4 coins du Québec. À Montmagny, c'était d'ailleurs la date du 18 octobre
et qui était réservé pour tenir la 4e édition de ce rendez-vous annuel, donnant ainsi l'occasion à la population de marcher 5 km au nom des saines habitudes de vie. Comme la santé publique ne peut confirmer si les rassemblements publics d'envergure seront à nouveau autorisés au Québec en octobre, le comité organisateur a décidé d'annoncer dès maintenant que la Grande Marche était reportée à l'automne 2021. Fidèle à ses habitudes, l'équipe du Grand Défi réfléchit présentement à une alternative qui pourrait encourager les citoyens à s'activer dans les prochains mois, particulièrement en ce temps de pandémie. C'est à suivre. De son côté, le comité organisateur local, composé de la Ville de Montmagny, des Enfants de cœur et du groupe de médecine familiale de Montmagny, tient à rappeler que le circuit Énergie, parcours officiel de la Grande Marche manimontoise, demeure accessible en tout temps. Ce magnifique trajet, dont le point de départ est la place Montel, est entièrement balisé et emprunte les plus beaux secteurs de Montmagny. Pour en savoir davantage sur le circuit Énergie, ainsi que sur l'ensemble des parcours propices à la pratique de l'activité physique, il suffit de visiter le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca. Les Chevaliers de Colomb, Conseil 54-25, ont remis les profits du souper barbecue du 11 janvier dernier. L'objectif visé par l'activité de financement était d'équiper la résidence pour aînés du domaine Angélique d'un défibrillateur cardiaque. L'équipement a été acheté et installé en avril dernier. Grâce à la grande participation de la population et de commanditaires, en plus des sommes recueillies pour l'achat du défibrillateur, la réponse généreuse a permis de remettre 1 000 $ à la Traversée de la Pocatière, organisme communautaire sans but lucratif venant en aide aux personnes adultes du Kamouraska vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. Stéphane Michaud, grand chevalier du Conseil de Sainte-Anne de la Pocatière, mentionne « Notre organisation est reconnue pour ses œuvres de charité. Nous remercions donc chaleureusement les gens qui ont participé au repas et les commanditaires ayant permis d'atteindre ce succès. Club Hibou, Alimentation René Pelletier, le Club FADOC La Pocatière, Député Marie-Ève Proulx, la Radio de la Pocatière, Boulangerie La Pocatière. La prochaine activité sera le marché de Noël, prévu pour les 28 et 29 novembre au Centre Bombardier. L'organisation est en branle depuis quelques semaines déjà. Les détails seront divulgués bientôt. L'objectif est d'avoir une 40aine d'exposants et d'artisans. Reporté à plusieurs endroits il y a 1 an en raison d'une tempête automnale, l'Halloween sera-t-elle gâchée pour une 2e année consécutive? Et si le mystère plane toujours en ce qui concerne la distribution de bonbons et le porte-à-porte dans les rues, la pandémie force l'annulation de plusieurs festivités dans la région de Québec. C'est le cas du côté de la ville de Shannon et qui a dû faire une croix sur une fête familiale qui attire des milliers d'enfants déguisés et de parents dans son parc municipal, bon an mal an. On serait dans l'impossibilité de respecter les mesures actuellement en place. C'est à regret, mais en même temps, on est dans une situation particulière, note Marie-France Lambert, agente aux communications de la municipalité. Pour des raisons similaires, la mascarade de l'Halloween, qui normalement réunit aussi des milliers de petits monstres et d'adultes sur la rue Racine dans le secteur de Loretteville, n'aura pas lieu en 2020. Et sur les plaines d'Abraham, la commission des champs de bataille s'est résolue à annuler 8 événements qui devaient avoir lieu pendant le mois des morts. Les amateurs de l'Halloween seront néanmoins contents d'apprendre que les populaires décorations au jardin Jeanne d'Arc seront bel et bien de retour. Les plaines accueilleront aussi 2 toutes nouvelles activités, soit une chasse au trésor et un parcours nocturne au musée. Dans quelques instants, les sports. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi de 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. L'activité physique diminue la tension.
Donc vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, le samedi 5 septembre dernier, l'Everest complétait son calendrier préparatoire. Pour ce faire, le Titan de Princeville venait fermer les livres. Les joueurs de Simon Olivier ont terminé le calendrier hors concours avec 2 victoires, 3-1 et 1-0. Dans le premier match de 2, les unités spéciales auront été efficaces. Le bleu-blanc-gris n'a pas inscrit 1, mais bien 3 filets avec un joueur en plus. Xavier Parenteau, sur 2 scénarios similaires, a eu raison de Jean-Thomas Auger du côté de la mitaine pour donner l'avance 2-1 à la Côte-du-Sud. L'indiscipline adverse a permis à la Côte-du-Sud de manœuvrer à son aise dans le territoire du Titan en 3e période. Le pointage n'ayant pas bougé, dans les derniers instants de la joute, Hugo Guillemette a redirigé le tir d'Anthony Côté pour fermer les livres à 3-1. L'Everest a décoché 50 lancers au cours de cette rencontre sur le gardien du Titan. Chez la formation du Centre du Québec, Félix-Édouard Lavigne a été le seul à déjouer Jonathan Labrie en début de période médiane, lui aussi en avantage numérique. L'intensité ayant grimpé de quelques échelons à la fin de la première rencontre, les 2 équipes ont poursuivi sur leur lancée de rencontre au sommet après le sifflet. Toutefois, malgré un joueur en moins, l'Everest trouve une façon de déconcentrer ou de décontenancer le Titan. Thomas Ferland se fait insistant sur le porteur du disque et ça rapporte. Le vétéran s'amène en surnombre en compagnie de Mathis Chouinard. Ce dernier n'aura qu'à décocher un tir dans une cage à moitié abandonnée pour inscrire ce qui sera l'unique filet de la rencontre. Les joueurs du Titan ont tenté de revenir à la charge au cours des 2 dernières périodes sans succès. Ayant reçu que 15 lancers, Thomas Boucher s'est mérité un jeu blanc en clôture du calendrier préparatoire. Et s'il y a une chose que l'année 2020 nous aura habitués, c'est l'inconnu et la nouveauté qui en découlent. Les règles étant les règles, la Ligue doit évoluer dans des conditions de match bulle et de rencontres à 4 contre 4, et ce, sans contact. Ce qui occasionne des interrogations pour tout le monde. C'est très différent, c'est difficile de voir la vraie nature des joueurs à 4 contre 4, reconnaissait Simon Olivier, et qui a fait jouer les mêmes joueurs que vendredi lors de la rencontre à Saint-Georges. Le niveau d'engagement physique sans mise en échec n'est pas pareil. L'intensité des batailles à 1 contre 1 et avec tout l'espace disponible, ça dénature le jeu, ajoutait Simon Olivier. Par contre, dans le vestiaire, les joueurs sont heureux d'être de retour et surtout de jouer. On a droit à 6 joueurs de 20 ans. On a présentement 3. Ce que je peux dire, c'est qu'on est très à l'aise de jouer cette année avec des 17, 18 et 19 ans et quelques 20 ans. Pour moi, la qualité des jeunes qui intègrent l'équipe cette année, je ne sens pas le besoin d'avoir 6 joueurs de 20 ans. Ce faisant, l'alignement final de l'équipe sera dévoilé dans les prochains jours. D'ailleurs, on doit recevoir Pierre Bouffard, président de la Ligue, au cours des prochains jours pour justement nous parler de l'Everest et également nous parler de la saison qui doit commencer un peu plus tard cette année. Mais il y aura un tournoi à la ronde, donc c'est à ne pas manquer. Pierre Bouffard qui viendra nous en parler au cours des prochains jours. Il attend seulement les directives de la Ligue pour venir nous jaser de tout ça. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 610 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous regardez le réseau de l'information CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Oui, on en est bien fiers d'ailleurs. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et les ordres de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet.
fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Une image vaut 1000 mots. Pochette, brochure, livre, documents spirale, formulaire, dépliant et encore plus. Impression Rive-Sud. Une équipe dévouée, dynamique et professionnelle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, à la météo, là, parti cette immense dépression qu'on a connue au cours des dernières 48 heures. Vraiment, là, hier, c'était pénible. Je vous dirais que les 2 derniers jours, mercredi, jeudi, c'était pénible. Là. C'était sombre, gris, pluvieux, venteux. Tout y était. Maintenant, si on regarde l'image radar, là, vous allez voir là, que tout ça est vraiment derrière nous et que ça se dirige là, vers la Nouvelle-Écosse, Halifax, le Golfe. C'est parti. Alors, et vous le voyez, là, que cette dépression là, est vraiment beaucoup plus à l'est là, et nous quitte pour nous apporter de belles heures ensoleillées. Donc, aujourd'hui, on parle d'un dégagement là, qui est en train de s'effectuer, mais je vous dirais que c'est pas mal complété à 8h26. Donc, dégagement maximum de 17 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, nappes de brouillard au cours de la nuit, avec un minimum, vraiment, là, ça ne sera pas chaud au cours de la nuit prochaine, 6 degrés. Demain, samedi, il faudra en profiter. Ensoleillé, avec un maximum de 18, une belle journée demain sous le soleil. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, minimum de 13. Dimanche, de la pluie intermittente, avec un maximum de 18 degrés. Cette pluie se poursuivra lundi avec des averses maximum de 16 et tout ça va se dégager au cours de la nuit de lundi à mardi pour nous apporter un ciel ensoleillé pour mardi avec un maximum de 15 degrés. Pour mercredi, alternance de soleil de nuages, maximum de 18. Et pour jeudi, alternance de soleil de nuages avec un maximum de 19. Donc, cette dépression là, qui nous atteindra en fin de journée dimanche et pour la journée de lundi, devrait nous quitter pour la fin de la journée de lundi. D'ailleurs, on voit le soleil dans Kamouraska là, et nous apporter du beau temps pour le reste de la semaine, du moins jusqu'à jeudi. Ce sont des prévisions à long terme, vous comprendrez. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 17 le jour, 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h15 ce matin et se couchera à 19h02, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée enregistrée entre 96 et 2019, 22,9 en 2016. Et la plus basse pour la même période, 1,9 degré en 2006. On a reçu hier 16,3 mm de pluie. C'est de l'eau, ça. Maximum enregistré hier de 9,9 degrés. On n'a même pas atteint le 10 degrés hier. Et minimum au cours de la nuit dernière de 8,4 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée à 99 %. Alors, c'est quand même tout près de ça. Hein? Les vents soufflent actuellement de direction sud-est faiblement à 7 km/h. Il fait actuellement 9 degrés à précisément 8h28. Il y a encore quelques nuages dans le ciel sud-côtois. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est basse depuis 6h49 ce matin. Elle sera haute à 12h37 et de nouveau basse à 18h54. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour les prochains 7 jours. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186.
Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 11 septembre. Maintenant, quand on dit qu'on donne cette date, le 11 septembre, vraiment, ça nous rappelle cette histoire des tours jumelles qui ont tombé. On en parlera un petit peu plus tard là, dans les commentaires qui suivront les anniversaires. Donc, c'est aujourd'hui le 11 septembre. Il faut se rappeler également que c'est l'anniversaire de Suzanne Morin. C'est votre frère et vos sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Suzanne Morin, en ce 11 septembre. C'est tout pour le 11 septembre. Et pour le 12, demain samedi, Marie Lessard de la chorale Saint-Thomas. La chorale Saint-Thomas qui prendra du galon et qui fera un retour. Et je pense que ce retour-là sera grandement apprécié. D'ailleurs, on aura comme invité au cours de l'émission de l'abbé Michel Talbot, justement, qui va venir nous parler de l'ouverture de l'église Saint-Thomas ce dimanche 13 septembre. Donc, la chorale Saint-Thomas, Marie Lessard, bon anniversaire. Tous nos vœux vous accompagnent demain, samedi le 12. Et pas d'anniversaire pour le 13. Alors, ça a été une fin de semaine plutôt tranquille, mais quand même, on a eu plusieurs cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre au 281-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et là, bien, vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop. Oups, c'est Coop IGA. Donc, c'est Rebecca Pelletier. Son anniversaire était le 8 septembre. Alors, Rebecca Pelletier mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Toujours un beau cadeau. Aujourd'hui, le 11 septembre, c'est l'anniversaire à P.I. Laure. Pierre-Yves Laure, animateur radio-télé. Bon animateur, d'ailleurs, des 100 génies. Il est très bon, je le trouve très bon pour animer ce quiz. Donc, il a 42 ans aujourd'hui. P.Y. Harry Connick Jr., acteur, chanteur et compositeur américain. Il a 53 ans. Franco Nuovo, chroniqueur et surtout animateur. Il est à Radio-Canada. Il a 66 ans. J'ai eu l'occasion de réaliser une entrevue avec Franco Nuovo il y a de cela quelques années. Oliver Jones, pianiste de jazz, il a 86 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 11 septembre, Thomas Boone Pickens Jr., 91 ans, homme d'affaires, milliardaire, philanthrope et financier américain. En 2017, Jeff Parker, 53 ans, ex-joueur de la Ligue nationale. Il a joué entre autres pour Buffalo et Hartford. En 2014, Sir Donald Sinden, 90 ans, acteur britannique. En 2013, Albert Jacquard, 87 ans, généticien français, chercheur et essayiste. En 2009, André Mathieu, 67 ans, un des écrivains les plus prolifiques du Québec. En 2009, Pierre Cossette, 85 ans, producteur québécois, le père des Grammys aux États-Unis. En 2008, Jean Hébert, 67 ans, pionnier de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Et en 2001, François Lavigne, 59 ans, un des joueurs de quilles les plus populaires au Québec. Et je me rappelle, moi, de François Lavigne, c'était aux petites quilles. Et il s'était présenté tous les dimanches après-midi avant La vie qui bat. Comment peut-on oublier ça, des programmes plates de même? Radio-Canada, le dimanche après-midi, pas plus, c'était dimanche après-midi. Mais moi, je me souviens de François Lavigne, un excellent joueur de quilles. Alors, il est décédé jeune, 59 ans, en 2001. Voilà, ça complète les anniversaires. Donc, dans quelques instants, on va jaser d'actualité. Parce qu'il y a des chroniques qui doivent faire leur apparition prochainement. Mais vous allez comprendre qu'en raison de la situation qu'on vit actuellement,
C'est un petit peu plus compliqué d'avoir des chroniqueurs parce que des entreprises, la plupart, là, qui viennent d'ouvrir ou ouvrent avec du personnel réduit. Alors, il y a des chroniques très intéressantes qui doivent faire leur apparition sur nos ondes prochainement, mais ces chroniqueurs ne pouvaient être là avec l'arrivée de la nouvelle programmation. Donc, je vous invite à surveiller au cours des prochaines semaines. On aura des chroniques très intéressantes pour vous, du moins. On le souhaite naturellement. Vous savez que la pandémie chamboule beaucoup d'entreprises, dont la nôtre. On recevra l'abbé Michel Talbot, curé des paroisses de l'unité missionnaire ouest du diocèse de Sainte-Anne. Il va venir nous parler de l'ouverture de l'église Saint-Thomas et tout ce que ça comporte, parce que c'est pas facile, c'est pas simple de réouvrir l'église Saint-Thomas. Et il nous donnera tous les tenants et les aboutissants, toutes les difficultés qu'il rencontre pour pouvoir tenir des cérémonies religieuses, donc à compter dans notre entrevue du jour. Et il y aura naturellement les grands titres de l'actualité, sans notre ami José, qui est retenu à la maison. Voilà, ça complète dans quelques instants. On jase d'actualité. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Hey, ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, hein? J'écris ma propre réalité, tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, ben normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou. C'est fou. Attrape! Destin. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu me voir, moi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, on va jaser d'actualité. Tiens, pourquoi? Hein? On va y aller debout. Il me semble qu'on va être plus à l'aise. Voilà. On va parler de tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses, entre autres, le 11 septembre. On ne peut pas oublier ces images. On va, Télésino, vous allez nous montrer, Télésino Carbo, on va vous montrer ces images. Comment peut-on oublier? C'est arrivé à 8h45 le 11 septembre. Et à chaque fois que je revois ces images, ça nous chamboule. Permettez-moi l'expression, je vais le dire comme je le pense, ça nous vire à l'envers. Parce qu'il y a des gens qui ont été directement touchés. Imaginez-vous les avions là, qui ont rentré dans ces tours-là, dans les bureaux, puis qui ont vu venir, vous savez, un avion à la grosseur que ça... La dimension d'un avion. Alors, imaginez-vous devoir entrer l'avion dans votre bureau, là. Disons que c'est l'instant de quelques secondes. Mais comment peut-on oublier ces événements? Et probablement qu'aujourd'hui, en revoyant ces images, vous vous rappelez qu'est-ce que vous faisiez exactement lorsque ces tours ont été attaqués. Je me souviens parce que nous, c'était CFEL à ce moment-là. Et on a vu arriver ces avions-là dans les tours, puis on disait, bon, bien, la première, c'est un accident. C'est vraiment là un accident de parcours d'un avion. Et quand on a vu la deuxième entrer dans les tours, là, c'était plus un accident, mais on voyait bien que c'était un acte terroriste. Donc, le matin du 11 septembre 2001, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan et un troisième sur le Pentagone, siège du département de la Défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreux autres travailleurs dans ces immeubles. Les 2 tours du World Trade Center, dont les sommets culminent à un peu plus de 415 mètres de hauteur, s'effondrent moins de 2 heures plus tard, provoquant la destruction de 2 autres immeubles. Le 4e avion, qui vole en direction de Washington, s'écrase en rase campagne à Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers et membres d'équipage, prévenus par téléphone de ce qui se passait ailleurs, ont tenté en vain d'en reprendre le contrôle. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés. Le bilan officiel est de 2 977 morts et 6 291 blessés. L'attaque des tours jumelles provoque à elle seule le décès de 2 753 personnes,
dont 343 pompiers et 60 policiers, mais seules 1643 victimes ont été formellement identifiées. Quand on lit ça, quand on regarde les images, ça nous donne froid dans le dos. Et ça fait déjà 19 ans de ça. Il me semble que pour plusieurs, même pour moi, c'était hier. Comment peut-on oublier ces événements-là? Donc, le 11 septembre qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Il y a des dates comme ça qui nous restent en mémoire. Le 11 septembre 2001 nous restera marqué à jamais, nous aura marqué pour le reste de notre vie, parce que de vivre des événements comme ça, et non pas seulement de vivre ces événements-là, mais de voir jusqu'où ça va aller. Parce que tout le monde se demandait, là, qu'est-ce qui va se passer après? Et personne ne savait exactement est-ce qu'il y avait d'autres avions qui auraient été attaqués. On ne savait pas, c'était vraiment l'inconnu. Alors, c'est un événement qu'on n'oubliera jamais. Hier matin, on en a parlé en conférence de presse, le premier ministre Legault qui a annoncé qu'il resserrait les mesures pour les gens qui ne voulaient pas comprendre, plus durement dit, dans le Journal de Québec ce matin, pour les entêtés. Et ça faisait drôle hier de dire que la santé publique arrête les karaokés. Vous savez, des fois, on regarde ça et on se pose des questions à savoir... il est où le problème? Est-ce que c'est vraiment les karaokés, les bars? Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire fermer les bars au lieu de fermer les karaokés? Il me semble que ça fait drôle de dire on arrête les karaokés. Et là, ce qu'on fait, c'est que, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles ce matin, c'était dans une nouvelle, il me semble que c'est dans le Journal de Québec de ce matin, là, que José nous faisait état de cette nouvelle qui disait, excusez-moi, que les bars ne survivront pas. Déjà qu'on a installé plusieurs consignes, qu'on a pris toutes les dispositions nécessaires pour protéger la clientèle et les employés des bars. Et malheureusement, là, c'est que plusieurs ont fait le travail, plusieurs ont vraiment là, pris les mesures, avec ce qu'il fallait sur le microphone, avec des plexiglas. Mais comme c'est arrivé dans 2 ou 3 bars de Québec, là, je ne sais pas combien, puis c'est pas ça qui est important, là, tout le monde est... et c'est ce que je trouve difficile, et c'est la plupart des commentaires des tenanciers qui disent « Oui, mais là, c'est qu'on paye pour tout le monde, mais pourtant, la majorité des bars ont suivi les règles. » Et ça ne veut pas dire que ceux qui... Bon, parce qu'on parle de certains bars à Québec, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas suivi les règles. Mais il y a eu un cas ou quelques cas. Et tout ça a comme pris une envergure. Et là, tous les bars sont punis. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de fermer les bars, tout simplement? Ou c'est une façon détournée de les faire fermer? Mais plusieurs se posent la question. Et probablement qu'il y en a qui seront obligés de fermer parce que s'il n'y a plus d'amusement dans les bars, s'il n'y a plus de raison pour les gens d'aller s'amuser, à quoi bon ouvrir? Et tout ça coûte une fortune aux propriétaires de bars. Donc, on resserre la vis à ce niveau-là. Qu'on donne des amendes pour ceux qui ne veulent pas porter le masque dans les commerces et endroits publics et autobus, ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Si on doit en arriver là, allons-y et sans problème. Là, c'est vraiment les gens qui ont décidé « je ne porte pas le masque », s'il se fait prendre, il aura à payer l'amende. Et ça enlève une pression sur les commerces parce que les commerces ont beau, eux aussi, installer toutes les mesures nécessaires. Puis écoutez, moi, j'y vais dans les commerces, puis à chaque fois, il y a le récipient là, pour pouvoir se savonner les mains. Et après quoi, on met le masque, puis on va magasiner, puis tout le monde suit la consigne, sans exception, parce que j'ai vu partout où je suis allé dans ma région, et tout le monde suit la consigne. Cependant, il y a des gens qui ne veulent pas, des anti-masques, comme on les appelle, qui ne veulent pas porter le masque. Bien là, ce sont eux qui devront payer la note et ils seront responsables de leurs propres décisions. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Pour les bars,
savez, il commence à manquer de place pour s'amuser parce que là, on ne peut plus faire de grands rassemblements. Il n'y a plus de fêtes. On a passé l'été à se demander quoi faire parce qu'il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de festivals, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Alors, à un moment donné, on a comme un peu besoin aussi de s'amuser. Déjà que cette pandémie-là est dure à passer. Alors, ces mesures par rapport au bar pour les gens qui vont là pour s'amuser puis qui font pas de mal à personne. Ils s'amusent avec un karaoké. Moi, j'ai découvert, je connaissais le karaoké, mais on voyait ça seulement dans le temps des fêtes, là, en famille. Mais je ne pensais pas que les bars avaient développé ce produit-là qui était rendu aussi populaire. Et on a vu quelques images là, sur TVA et Radio-Canada. Et je vous dirais que il y en a qui vraiment s'amusent, mais je ne suis pas sûr qu'ils amusent les autres, là, parce que ça fausse à certains égards. Mais quand même, les gens s'amusent. Et si on est prêt à entendre, on va prendre une bière, puis on est prêt à entendre ces gens qui chantent et qui s'amusent. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est la place pour ça. Mais là, on l'a enlevé. Alors, il ne reste plus grand-chose. Et les propriétaires de bars sont très inquiets. Alors, que va-t-il se passer? À suivre. On dit que, également, dans les nouvelles de ce matin, on dit qu'il y a moins de visiteurs pour Parc Canada. Alors, c'est une baisse d'achalandage de 19 %. Et on peut comprendre parce que cette baisse de 19 %, moi, parce qu'on a ici Gros-Île, qui fait partie d'un des sites de Parc Canada, et les croisières, de mémoire, ont commencé au début juillet. Alors, ça veut dire que le mois de mai, le mois de juin, il n'y a pas eu de croisière avec Croisière La Chance, qui est le seul bateau qui peut amener des gens sur Gros-Île, qui fait partie de Parc Canada. Donc, s'il n'y a pas de croisière, parce qu'on ne peut pas, à cause de la pandémie, il y a des restrictions et on ne peut pas partir le bateau, bien, naturellement qu'il y a eu moins de monde sur les parcs. Donc, on comprend que cet achalandage de moins de 20 % bien, c'est tout à fait normal s'il n'y a pas de croisière pour pouvoir amener ces gens sur les parcs. Donc, au total, 141 646 visiteurs ont pu profiter des splendeurs des parcs de la Mauricie, Forillon et de l'archipel de Mingan. On ne parle pas de Parc Canada Gros-Île. Donc, en général, la fréquentation des lieux de Parc Canada était plus faible au printemps et à l'été 2020 qu'au cours des années précédentes, a affirmé Laurence Crête, qui est porte-parole. La baisse la plus significative a été observée dans le Parc national de la Mauricie, avec moins de 24 %, suivi par le Parc national Forillon, moins de 17 %, et la réserve de Parc national de l'archipel de Mingan, avec moins de 13 %. Donc, une baisse d'achalandage également pour les parcs, pour Parc Canada, mais également, on le sait, que Croisière La Chance, qui fait des croisières à tous les jours, bien, eux aussi ont dû démarrer les croisières beaucoup plus tard que prévu. Donc, quand on dit que tout le monde est affecté par cette situation, alors tout le monde vit le même problème en raison de cette pandémie qui nous affecte tous. L'escouade anti-vol, moi j'apprends ça ce matin qu'il y a une escouade anti-vol d'Hydro-Québec et elle nous dit qu'elle est en panne d'efficacité. Je vous raconte, c'est sous la plume de Jean-Michel Genois-Gagnon du Journal de Québec de ce matin. L'escouade contre les vols d'électricité chez Hydro-Québec a coûté plus cher en salaire. Ah, que je suis surpris. Que les montants qu'elle a récupérés en vol d'électricité. Depuis 2015, cette unité d'intervention, que je ne connaissais pas, a décelé 2372 cas de fraude chez des particuliers et des entreprises pour un montant total de 15 530 000 $, selon des données fournies dans le cadre d'une demande d'accès à l'information pour le Journal de Québec. Pour la même période, la masse salariale de ce groupe composé de 45 employés a été de 3,5 millions de $ en moyenne par année pour atteindre 17,5 millions. Alors, ça veut dire qu'on réussit à récupérer 15 millions et demi, mais ça en coûte 17 millions et demi. Donc, à vouloir avoir une escouade anti-vol, bien, ça nous coûte 2 millions de $. On ne fait pas une scène, on en perd. C'est quoi l'idée? Vous savez, des fois, quand on regarde des sociétés d'État comme celle-là, vous savez, moi, je
suis en affaires, vous le savez, je suis propriétaire de CMA TV. Et c'est toujours, et si on me l'a appris jeune, revenus, dépenses, profit. Et ça, c'est comme ça. Sinon, s'il n'en reste pas, ben vous ferez pas vieux os. Alors, pourquoi, quand on arrive dans des sociétés d'État comme ça, qu'on perd 2 millions de dollars? Il n'y a pas de problème. Hein. Ça va payer à côté. D'ailleurs, les profits d'Hydro-Québec sont faramineux, un peu moins cette année. Là, on en a parlé récemment. Mais pourquoi qu'on accepte de continuer alors qu'on perd 2 millions de dollars? On est bien mieux de laisser ça comme ça ou de trouver un autre système, de mettre des gens peut-être sur les contre-savables et de mettre des gens qui sont capables d'appeler des employés qui sont déjà à l'intérieur d'Hydro-Québec qui pourraient, eux, s'occuper de collecter les comptes en souffrance et peut-être même de surveiller des particuliers, des entreprises qui essaient de frauder le système. Et ça coûterait bien moins cher. Mais à partir du moment où on voit, et ça, on peut le voir rapidement, ce qui entre et ce qui sort, bien, on dit, écoutez, il en rentre moins qu'il en sort, alors on va arrêter, puis on va se poser des questions, puis on va trouver une façon de faire qui va être plus profitable pour l'entreprise. Non. On perd 2 millions de dollars, puis il n'y en a pas de problème. Je regardais ça ce matin, puis je me disais, mais voyons donc, comment une entreprise peut continuer à faire des pertes comme ça, 2 millions de dollars en 5 ans, c'est quand même de l'argent, là. Mais c'est pas grave, c'est les contribuables qui payent. Alors, voilà, c'est notre beau système. On va s'arrêter dans quelques instants pour la nouvelle positive et après quoi, on reçoit, je vous invite à rester des nôtres, ce sera très intéressant, c'est l'abbé Michel Talbot qui sera avec nous et qui viendra nous jaser de ce qui se passera à l'Église Saint-Thomas particulièrement, mais aussi dans toutes les petites localités là, qui font partie de cette communauté. Donc, restez avec nous. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le 19 septembre, la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny tiendront la 6e édition de la course aux couleurs du Sud. Participez à une course familiale de 1 km ou relevez le défi de 5 ou 10 km. Plusieurs départs prévus en avant-midi et services de cantine sur place. Enfilez un chandail blanc et venez colorer votre vie dans le plaisir. Une belle occasion de vous amuser. Soyez des nôtres le samedi 19 septembre à Notre-Dame-du-Rosaire. Pour information, 469-3988 ou mdfmontmagny-sud.net. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 11 septembre, Sonia Morin de Lillet, qui est finaliste au prix Femmes d'affaires du Québec. Et depuis 20 ans déjà, le Réseau des femmes d'affaires du Québec honore chaque année une dizaine d'entrepreneurs se démarquant par leur excellence au féminin en entrepreneuriat. Et ces femmes sont reconnues pour leurs réalisations remarquables, leur créativité, leur leadership et leur détermination. Malgré la pandémie et l'ampleur des enjeux auxquels faisaient face les femmes d'affaires de partout au Québec, elles ont été nombreuses à soumettre leur candidature au Réseau des femmes d'affaires du Québec 2020. C'est avec honneur que Mme Sonia Morin, PDG Les Quartiers A, a appris qu'elle était sélectionnée à titre de finaliste dans la catégorie Nouvelle Entrepreneur. Les finalistes se retrouvent par ailleurs dans l'édition du 9 septembre du journal Les Affaires. C'est le 17 novembre prochain, lors du gala en web diffusion, que
que les lauréates seront connues dans chacune des catégories. Alors, c'est sûr qu'on souhaite la meilleure des chances à Mme Morin, qui est originaire de Lillet. Bravo! C'est une belle nouvelle, Sonia Morin de Lillet, finaliste au prix Femmes d'affaires du Québec. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame. En plus de la gentillesse de cette dame-là, j'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248-7242. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage.
soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, mon prochain invité, vous l'avez reconnu, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais on a eu le plaisir d'aller le visiter à l'église récemment. L'abbé Michel Talbot, qui est curé de la paroisse Saint-Thomas, et c'est plus long que ça, votre titre. 21 autres. Pardon? Et 21 autres. Et 21 paroisses. autres, oui. Comment ça va? Là, ça va bien, ça va bien. Nos activités ont repris un peu leur aire d'aller. C'est de ça que je voudrais un peu parler aujourd'hui. Je voudrais annoncer la réouverture de l'église Saint-Thomas pour le dimanche, mais pas tous les dimanches, par exemple. L'église Saint-Thomas va réouvrir ses portes le dimanche, le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, et ça jusqu'aux fêtes. Okay. Après ça, on verra. Mais pour le moment, Puis, la messe du dimanche va alterner entre l'église Saint-Thomas et l'église Saint-Mathieu. Bon, expliquez-nous. D'abord, pourquoi vous faites ça? Bon. Vous savez, depuis... J'ai tellement de questions à vous poser. Oui. parce que là, on voit des célébrations à l'église Saint-Mathieu depuis un certain temps. Là. Oui. On en parlera tantôt. D'accord. Expliquez-nous exactement pourquoi on va avoir une célébration un dimanche sur deux à Saint-Thomas. Vous savez, quand le confinement a été imposé par le gouvernement au mois de mars, les gens n'ont pas arrêté de mourir. Il y a eu beaucoup de décès et ça s'est accumulé, de sorte que quand la reprise des activités a été permise à la fin juin, nous avions tellement de funérailles à célébrer qu'on a décidé qu'à l'église Saint-Thomas, on se consacrait exclusivement à la célébration des funérailles. Il y avait déjà plus de funérailles à Saint-Thomas qu'à Saint-Mathieu. Oui, oui. Déjà là, c'est ça. Puis, étant donné que on ne pouvait pas en faire plus que 2 par semaine, sinon on aurait été obligé de désinfecter la grande église de Saint-Thomas après chaque célébration. Donc, il fallait attendre, selon les consignes et les normes de la santé publique, il fallait attendre 3 jours entre chaque célébration. Chaque célébration. Puis on n'avait pas le personnel ni les bénévoles pour désinfecter cette grande église-là à chaque fois. Donc, il fallait en faire pas plus que 2 par semaine, le mercredi et le samedi. Quand on faisait sans désinfecter, là? Sans désinfecter. OK. Si vous attendez 3 jours, vous n'avez pas besoin de désinfecter. On n'a pas besoin. Sinon, vous devez désinfecter. C'est ça. Fait qu'en mettant des funérailles le samedi, parce que presque tout le monde demande le samedi, on ne pouvait pas faire de messe le dimanche. Okay. À Saint-Mathieu, c'était différent parce que l'église est beaucoup plus petite. Elle est quand même assez grande, mais elle est plus petite et la désinfection peut se faire plus facilement par une équipe de bénévoles. C'est pourquoi les messes du dimanche avaient repris à Saint-Thomas
À Saint-Mathieu. À Saint-Mathieu, c'est-à-dire, oui, je m'excuse. À Saint-Mathieu, on l'avait mis tous les dimanches. Et quand il y avait des funérailles, il y avait une équipe pour désinfecter l'église. Chose qu'on ne pouvait pas faire à Saint-Thomas. OK. Là, avec le mois de septembre, on a repris pas mal le dessus sur la célébration des funérailles. On a comme décidé de prendre 2 dimanches par mois pour la messe du dimanche. Donc, quand il y aura une messe le dimanche à Saint-Thomas, il n'y aura pas de funérailles la veille. Les funérailles auront lieu durant la semaine. Et si on a choisi de faire l'alternance entre Saint-Thomas et Saint-Mathieu, c'est qu'il faut aussi penser à reprendre les célébrations de baptême. Et les consignes de la santé publique sont assez strictes là-dessus aussi. C'est un baptême à la fois. Puis, comme on ne peut pas désinfecter l'église Saint-Thomas au complet, il n'y aura pas de baptême le dimanche après-midi à Saint-Thomas. OK. Donc, ils seront à Saint-Mathieu. Ils seront à Saint-Mathieu les dimanches où il n'y aura pas de messe. OK. C'est assez complexe. Ça devient compliqué, là? Ça devient compliqué, mais on est pris avec ces normes-là de la santé publique, puis ça a la force de loi. D'ailleurs, ça change souvent. Des fois, il serre la vis un peu. Et c'est le cas, par exemple, des chorales. On n'a pas le droit, et c'est très strict, on n'a pas le droit de faire chanter les chorales. Oh, parce que ça prend juste 1 ou 2 animateurs maximum pour le chant. Parce qu'il s'est démontré, la science a démontré que le fait de chanter est plus dangereux même que le fait d'éternuer. Les postillons s'étendent beaucoup plus à vaste échelle et puis, donc, c'est strictement défendu de faire chanter les chorales. Donc, moi, je parlais du retour de la chorale dimanche, donc il n'y aura pas de chorale. Il n'y aura pas de chorale. OK. Est-ce qu'il va y avoir du chant? Il va y avoir du chant et de la musique. OK. Mais le chant va être animé par une personne. Claire? Claire. OK. Claire Mainville? Oui. OK. Ça déçoit beaucoup de monde, mais comme le gouvernement nous a avertis, il y a des inspecteurs qui vont se promener d'un endroit à l'autre. Et si les consignes ne sont pas appliquées, on risque d'avoir de fortes amendes et voire même la fermeture de l'Église. Donc, on n'a pas de chance à prendre. Il faut respecter toutes les consignes. Actuellement, depuis un certain temps, vous tenez des funérailles? Oui. Et ça se passe comment? Les funérailles, ça se passe bien. Les gens, l'Église, comme vous le savez, il y a des places prédéterminées. On respecte la distanciation de 2 mètres. Et c'est pourquoi, pour une église comme Saint-Thomas qui contient 1460 places, on est réduit, à cause de la distanciation, à 140 places, à raison de 1 personne par banc. Mais comme vous le savez, les cellules familiales comptent pour 1. Donc, on peut loger plus de 140 si les gens viennent du même foyer, là. Ça peut être un couple, une famille. Bon, là, on peut accueillir plus de gens. Mais si on s'en tient à 1 par banc, c'est 140. Mais dites-moi, moi, ce que j'avais eu comme information, c'est qu'on me dit que c'est 140 à Saint-Thomas, 100 à Saint-Mathieu. Pourtant, l'Église contient autrement plus de monde à Saint-Thomas. Vous me dites combien? 1460. 1460. Et à Saint-Mathieu, c'est quoi? 5, à peu près 800. 800? Pourquoi on a le droit à 140 personnes à Saint-Thomas et à une centaine à Saint-Mathieu, alors que la dimension de l'Église et le nombre de places est très différent, là? Oui. Comme je vous dis, si on s'en tient à 1 personne par banc, le nombre n'est pas de 100. C'est beaucoup plus bas que ça. Mais comme les gens arrivent en couple ou en famille, là, on peut monter à peu près 100, 110, 115. Mais on ne peut pas dépasser ça. Tandis qu'à Saint-Thomas, c'est 140 minimum. Donc, on pourrait peut-être monter à 200.
200, 250, dépendamment si les gens arrivent en couple ou en famille. Mais dites-moi comment vous allez faire pour gérer ça. Alors moi, je suis la 141e personne qui arrive le dimanche matin pour l'office. Vous allez faire quoi, là? Vous me refusez ou comment ça va se passer exactement? Parce que je sais que c'est la question que les gens se posent. Oui. Bon. Il va y avoir des polices à la porte? Dimanche, il y a eu une pratique cette semaine, d'ailleurs. Les gens se préparent à Saint-Thomas, là. Il va y avoir des bénévoles aux portes extérieures et aux portes intérieures pour assurer le bon déroulement. Ils vont placer les gens dans les bancs autorisés parce qu'il y a... Il va y avoir des placiers. Il va y avoir des placiers. OK. Puis à un moment donné, c'est sûr que si tous les bancs sont occupés et qu'il n'y a plus de place, on peut demander aux gens de rester debout, ou rajouter des chaises. Mais c'est un petit peu complexe, là. OK. Debout, ça veut dire dans les corridors autour de l'église? À l'arrière de l'église ou... C'est ça. Là, il y a de l'espace quand même. Là, on peut respecter le 2 mètres. C'est pas facile, là. On va s'arrêter quelques instants. On va revenir parce qu'on a parlé tout à l'heure, Saint-Thomas n'est qu'une église parmi 21. 22. 22. Ça en fait une de plus. Donc, on va parler de ça, savoir comment ça se passe ailleurs. D'accord. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous vivez ça, vous, comme homme, comme homme d'église, comme... j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Donc, l'abbé Michel Talbot, qui est curé pour Saint-Thomas, entre autres, mais pour 22 autres localités. Donc, on revient dans quelques instants. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Décès du terroriste Paul Rose. Ça suffit, les folies, de la réhabilitation d'un tueur. Marc, quand on était jeune, est-ce que ça l'inquiétait pas de parler avec nous de son passé politique? Moi, je pense qu'il savait pas comment le faire. Mon mère était confrontée à voir du monde mourir parce qu'il y en a qui en mourraient. De tout ça, il y a des enfants qui posent à bout. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est M. l'abbé Michel Talbot, curé de 22 paroisses de l'unité missionnaire Ouest. Bon, je lui ai demandé exactement son titre, là. Ça va être plus facile. Saint-Thomas, c'est une chose. Maintenant, on apprend sa réouverture et avec tout ce que ça comporte. Il se passe quoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes curé de 22 paroisses de l'unité missionnaire Ouest. Ça a changé parce que avant ça, c'était Montmagny-Nord. Là, maintenant, on dit Ouest, donc Ouest. Dites-moi d'abord, c'est quoi les changements d'appellation? Qu'est-ce que ça comporte? Mais aussi, comment on vit ça dans les autres églises, les autres paroisses? D'accord. Bon, vous savez, depuis 3 ans, il y a eu le tournant missionnaire. Et avant le tournant missionnaire, le diocèse était divisé en unités pastorales. Il y en avait 9. Mais là, avec le tournant missionnaire, le diocèse a été divisé en 3 grandes unités qu'on appelle des unités missionnaires. Il y a celle de l'Ouest, ici, celle du Centre et celle de l'Est. Et donc, depuis ce moment-là, on appelle ça, dans l'unité missionnaire Ouest, on a 22 paroisses, puis on peut dire 4 secteurs. Il y a le secteur Montmagny-Nord,
qui en contient 7. Montmagny-Centre, qui en contient 4. Montmagny-Sud, 4. Et l'Île-Sud, qui en contient 7. Donc, ça en fait 22, dans le fond. Puis, moi, je suis obligé j'ai la responsabilité des 22 paroisses. Et avec la COVID, bien, les choses dans les différents secteurs, ça va quand même assez bien. Par exemple, il y a des secteurs de Montmagny Centre et Sud, il y avait déjà juste une messe par mois dans chaque paroisse. Fait que là, ça cause pas trop de problèmes. C'est pas comme ici où il y avait des messes à toutes les semaines, là. Donc, quand ils font une messe, mettons, à Saint-Paul, la semaine suivante, c'est à un autre endroit. Mais dans le secteur L'Île-Sud, il y a 2 églises qui n'ont pas encore repris leurs activités. Les paroisses de Saint-Omer et Saint-Clément de Tourville. Ils n'ont pas les locaux appropriés pour assurer la distanciation sociale. Donc, il n'y a aucune messe qui a repris encore. Mais ailleurs, les choses se déroulent bien. On a repris l'horaire qui était là avant. Puis, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Je suis content de vous l'entendre redire, mais permettez-moi d'en douter un peu, là. Dans les circonstances. Oui. Vous êtes curé de 22 paroisses. Vous avez combien de prêtres avec vous? Dans l'unité, on est... Dans l'équipe, on est... Attendez, 1, 2, 3, 4 prêtres à temps plein et 1 à temps partiel. Vous comprenez? Oui. OK. On a un dans le secteur L'Île-Sud, l'abbé Fernando Moreno. On a un autre dans le secteur Montmagny-Sud qui est Jean-Claude Nyongabo, qui vient du Burundi. Dans Montmagny-Centre, on a Richard Ngolé, qui vient de Côte d'Ivoire. Et à Saint-François, on en a un autre de Côte d'Ivoire, Éric Hervé Diby, qui, lui, a entrepris des études au doctorat à l'Université Laval, donc il est seulement à demi-temps en pastoral avec nous. Mais à un moment donné, il va revenir à plein temps. Pas nécessairement, non. Non? OK. Donc, ça comprend ce que je comprends là, quand on parle de missionnaires, d'unité missionnaire ouest, là, c'est... Oui. Mais on n'a pas parlé de Saint-Jean-Port-Joli, on n'a pas parlé de la Pocatière, Saint-Roch-des-Aunais, tout ça, là. Ça, il y a encore... Ça, c'est l'unité centre. OK. Et vous avez... Dans l'unité centre, il y a 23 paroisses. Puis dans l'unité est, il y en a 10. Mais les 3 unités sont à peu près égales quant au nombre de personnes, là. C'est à peu près 22 23 000 par unité. En tout cas, à peu près. Mais permettez-vous de vous poser la question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Quel âge vous avez? Je vais avoir bientôt 61 ans. Comment vous vivez ça? Là, je parle à l'homme. Oui. Comment vous vivez ça? Parce que là, à partir du moment où vous avez décidé d'être prêtre, vous ne vous attendiez pas à avoir ce genre de vocation. Comment vous vivez ça? Parce qu'il va y avoir une fin à tout ça, il va y avoir un dénouement à tout ça. Vous ne pouvez pas continuer à 4 prêtres à diriger 22 paroisses. En tout cas, vous êtes curé de 22 paroisses. Dans le temps, on disait que le curé en avait une, puis qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Et là, vous en avez 22. Comment vous faites? Comment vous vivez ça en tant qu'homme? Bon. Effectivement, vous savez, quand j'ai été ordonné prêtre en 1984, dans l'unité ici, il y avait des prêtres dans toutes les paroisses. Il y avait des curés partout. Puis même, il y a plusieurs paroisses qui avaient des vicaires. Oui, je me souviens. Ça a changé beaucoup en 35 ans, là. Je m'attendais jamais à ce que ça change aussi rapidement. Mais là, c'est sûr que c'est compliqué un peu de superviser seul, bien pas seul, mais je suis en équipe, là, mais superviser 22 paroisses, là, avec une équipe réduite, c'est pas évident. C'est sûr que les besoins ne sont plus les mêmes non plus.
Il y a une désaffection quand même assez générale. Mais au niveau des 22 paroisses, avec la COVID qui accélère le processus, vous savez, il y a de plus en plus de difficultés financières dans les paroisses. Et il y en a quelques-unes, probablement, qui devront songer à se réunir. Le nombre de paroisses va probablement diminuer à cause de ça. En tout cas, mais c'est sûr que c'est vraiment pas facile à gérer tout ça. On est en décroissance constante. Et avec la COVID, bien, nos célébrations il n'y a pas autant de monde qu'avant. Puis, sont moins festives. C'est sûr qu'avec des grosses chorales, c'est plus vivant, c'est plus festif. Puis, on a moins de contact avec les gens aussi. On est tenu d'être à la sacristie, puis il faut respecter les consignes, puis le code. Donc, il y a plusieurs inconvénients, mais on espère que ça va être sous cet angle-là. On espère que ça ne durera pas des années, là. Mais pour le moment, c'est pas facile. Comme nos réunions, on en fait plusieurs par visioconférence. Les réunions en présence, il faut limiter le nombre de gens. Il faut avoir des locaux suffisamment grands pour être capable de maintenir la distanciation sociale. Fait que c'est pas facile, mais... Est-ce que vous parliez de... peut-être que certaines paroisses devraient s'unir. Je vous pose une question, puis d'être à l'aise de répondre aussi. Est-ce que, parce que j'ai déjà posé la question à Monseigneur Fecteau qui me disait que c'est pas le diocèse qui prend les décisions de fermeture d'église, ce sont les citoyens, ce sont les paroissiens, ce sont les fabriques. Mais pour vous, là, avoir 22 paroisses à un moment donné, trop, c'est comme passé. Est-ce que c'est souhaité ou c'est souhaitable? C'est souhaitable. De toute façon, on n'aura pas le choix. Parce qu'une fabrique ne peut pas fonctionner déficitaire. Quand il n'y a plus d'argent, ça ferme. Donc, il faudra qu'elle se regroupe. Mais il y a certains endroits dans l'unité où les gens commencent à en parler, puis ils sont ouverts à une unification. Parce que les ressources diminuent partout. Ce n'est pas facile de trouver 6 marguilliers dans une paroisse de 200. Là. C'est déjà pas facile dans une paroisse de 6000. Des fois, on cherche longtemps. Fait qu'imaginez, dans une paroisse de 200, 300, 400 personnes, trouver 6 marguilliers, c'est pas facile. Donc, en fusionnant les paroisses, il y aurait un seul conseil de fabrique. Donc, il pourrait y avoir des gens des différentes paroisses qui s'unissent là, pour former le conseil. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Il faut avoir la foi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'abbé Michel Talbot, curé de 22 paroisses de l'unité missionnaire Ouest, donc l'Église Saint-Thomas qui ouvre à nouveau ses portes ce dimanche à 9h30. Oui. Ce sera un peu spécial comme célébration. Oui. Je vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Vous avez tout mon respect. Alors voilà, on va s'arrêter dans quelques instants dans les grands titres de l'actualité. Donc restez avec nous. Le restaurant Thai Zone à Montmagny est maintenant ouvert. Vous aimez les saveurs, les textures et la fraîcheur du thaï? Une simple bouchée de nos plats vous fera vivre le tour de l'Asie. Rendez-vous au Thai Zone, 40 boulevard Taché-Ouest ou commandez directement sur thaizone.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
savez, il y a des entrevues qui qui nous marquent plus, qui sont peut-être plus difficiles à réaliser. Et celle que je viens de faire en compagnie de l'abbé Michel Talbot, vous savez, quand on voit un homme qui travaille autant pour le bien de ses paroissiens, là, avoir 22 paroisses. Moi, lorsque j'étais jeune, je voyais les curés, puis on disait dans le temps, puis il y avait beaucoup de vigueur. Pour les gens qui se souviendront, là, Saint-Thomas, Saint-Mathieu, il y avait quand même plusieurs prêtres à même la paroisse, pour chacune des paroisses, là. Donc, il y avait, le curé avait beaucoup d'aide. Et souvenez-vous que dans le temps, on était beaucoup plus proche des écoles. Alors, les curés, les prêtres avaient beaucoup de travail et étaient supportés, mais il y avait une paroisse. Et là, pour le même travail, c'est sûr qu'ils sont maintenant, avec les écoles, ce qui se passe dans les écoles, c'est très différent de ce que c'était il y a 25-30 ans. Mais le travail que ces gens-là ont à accomplir, imaginez-vous qu'il faut qu'ils le fassent maintenant pour 22 paroisses. Alors, c'est une belle entrevue de réaliser avec l'abbé Michel Talbot et je vous laisse maintenant vous faire peut-être une tête sur ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On ne parle plus d'années, on parle de mois. Il en a parlé d'ailleurs, pour peut-être la fusion de certaines paroisses. On n'aura pas le choix. On va en arriver là et ça va se faire progressivement sans qu'on ait le choix parce que justement, ce sont les besoins financiers qui vont décider du sort de certaines paroisses. Dans les grands titres de l'actualité, ce matin, un homme qui se fait prendre à près de 200 km/h à Montmagny. 200 km/h. Croisière La Chance qui a réussi vraiment une belle croisière et on a remis 2200 $ au défi Tête rasée. Mais du moins, c'est que ce sont les argents qu'on est allé chercher. On a 2 présidents d'honneur, excusez-moi, Marc-Antoine Leblond de Haut-Quai-Pneus de Montmagny et Daniel Lachance, pharmacien Uniprix. Donc, ces 2 personnes, ces 2 coprésidents sont là pour aller chercher le maximum d'argent pour remettre dans le cadre de la campagne du défi Tête rasée le camp de Montmagny. Et l'aboutissement de cette campagne se fera le 26 septembre à Place Montel. La Ruche concrétise un partenariat de 2 millions de dollars et s'installe dans Chaudière-Appalaches. Une claque au visage des karaokés. On en a parlé abondamment dans les grands titres de l'actualité un peu plus tôt dans l'émission. La Grande Marche de Montmagny qui est reportée en 2021 dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Les Chevaliers de Colomb qui donnent 1 000 $ à la traversée de la Pocatière. Ces gens, les Chevaliers de Colomb, qui se dévouent corps et âme, d'abord parce qu'on les voit travailler beaucoup auprès des fabriques, mais aussi ici à Montmagny, le Conseil 2634, qui est très impliqué au niveau de la fabrique Saint-Omer, la fabrique Saint-Mathieu, mais aussi dans le cadre des Emma Québec, les collectes de sang. Des activités d'Halloween qui tombent à l'eau. Alors, plusieurs activités de l'Halloween parce qu'on se demande si vraiment la fête de l'Halloween, si on aura cette chasse aux sorcières cette année, voir si les tout-petits pourront visiter les maisons. Je commence à en douter. Et l'Everest conclut le prologue de la bonne façon et report du début de la saison régulière. Possiblement que Pierre Bouffard sera avec nous, le président de la Ligue, lundi, pour venir nous en parler. On parle d'une fin de semaine, soleil pour samedi, de la pluie pour dimanche. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.